me dit c'est quoi l'objectif, j'ai dit non, je vais taper le milliard. Mon avocat à l'époque avait peur que je fasse une connerie. Qu'est-ce que vous appelez une connerie? Mettre fin à mes jours. C'est quelque chose qui vous a traversé l'esprit Plusieurs fois. J'étais la créature qui avait été créée et recrachée par la Société Générale. Quand vous avez l'acte d'huissier qui vient à votre porte et qui vous tend un acte avec marqué 5 milliards d'euros, ça fait bizarre, croyez-moi. Bonjour à tous. Cette semaine, j'ai pu m'entretenir avec Jérôme Kerviel, l'homme derrière l'une des plus grandes fraudes financières de l'histoire. Condamné un temps à rembourser 5 milliards d'euros à la Société Générale. Aujourd'hui, il est à l'affiche d'une série documentaire, Kerviel, un trader, 50 milliards, disponible sur Max. Comment un trader débutant a pu jouer plus que les fonds propres de la banque? Forcément, il se passait rien quand il gagnait. Ça me paraît impossible que personne n'ait rien vu. Jérôme Kerviel. Et n'oubliez pas, pour ne pas rater nos prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne de Brut. Bonjour Jérôme Kerviel. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Depuis quelques mois, vous êtes à l'affiche d'une série documentaire, Kerviel, un trader 50 milliards, réalisée par Fred Garçon. Cette série documentaire, il paraît que vous ne l'avez pas vue. Pourquoi ? Alors je ne l'ai pas vu pour plusieurs raisons, et la première et la principale, c'est que j'ai pris une habitude depuis des années, depuis quasiment le tout début de l'affaire, de ne rien lire ni regarder qui me concerne. Il se trouve qu'au début de l'affaire, mon premier réflexe était de lire, de regarder tout ce qu'il disait sur moi, et à un moment donné, ça me rendait un peu fou, surtout de voir beaucoup de, c'est mon expression, de conneries racontées à mon sujet. Et je me suis dit, en fait, pour me préserver, il faut que je reste à distance de tout ça. Et donc j'ai cette habitude depuis 17 ans maintenant, de ne rien regarder ni lire qui me concerne. Et c'est vrai que depuis quelques années, vous faites quand même beaucoup plus discret dans les médias. Pourquoi vous avez accepté de participer à cette série documentaire ? Plusieurs raisons. La première, c'est que il se trouve que j'ai une petite fille qui va avoir 7 ans bientôt, qui commence à me poser des questions parce qu'elle voit que quand elle est avec moi, que dans la rue, les gens m'arrêtent, me posent des questions, et elle se pose beaucoup de questions pour savoir pourquoi les gens m'arrêtent et me demandent des photos dans la rue. Donc elle commence à me poser des questions sur mon histoire. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien qui collectionnait l'entièreté de l'histoire. Donc je n'avais pas ce matériau pour pouvoir me servir de base pour expliquer à ma fille. Donc j'ai eu plusieurs propositions au cours des dernières années. Au début, j'étais pas prêt, et là, c'était le bon moment pour moi. Le projet qui m'était présenté me paraissait intéressant et ambitieux. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles j'ai accepté de participer à ce documentaire. Et puis l'espoir aussi de pouvoir avoir des éléments nouveaux à la faveur d'une investigation qui aurait lieu dans ce documentaire, des témoignages nouveaux aussi, de gens qui, 17 ans après, pourraient se dire bon, on s'est tué à l'époque, on va se mettre à parler maintenant, parce que du temps a passé. Et donc il y avait aussi cet espoir qui motivait la participation à ce projet. Et du coup, cet espoir, je veux dire, ça vous a donné raison, mais vous ne l'avez pas vu alors ? Non, le documentaire en lui-même, je ne l'ai pas vu, parce que d'éléments nouveaux dans le documentaire, je n'en ai pas moi personnellement. Mais par contre, ça a suscité le déclenchement de certains contacts que j'ai pu avoir à l'issue de ce documentaire, de gens qui étaient proches ou à la Société Générale à l'époque, qui me fournissent des éléments qui me servent de base aujourd'hui pour construire une contre-attaque et une défense qui va bouger dans les mois prochains. Parce que là, votre objectif, c'est toujours d'obtenir un nouveau procès. Mon objectif, c'est comme depuis l'origine, c'est d'obtenir un procès en révision. Il y a eu de nombreux rebondissements au cours des 17 dernières années, assez majeurs pour un dossier comme celui-ci. À date, nous n'avons pas réussi à obtenir ce procès en révision, malgré, de mon point de vue, l'importance des éléments nouveaux que nous avons apportés, y compris le témoignage de cette procureure qui déclare que le dossier est truqué. Je suis assez stupéfait de voir que... Des enregistrements, tout à fait, de la procureure de la République. Je suis stupéfait de voir que ce contenu n'a pas suffi à ouvrir une enquête ou un procès en révision. Et donc l'objectif, c'est effectivement de trouver d'autres angles, d'autres axes pour que ces éléments soient enfin traités par la justice. Donc on y reviendra plus tard sur le feuilleton judiciaire et les nouveaux éléments de l'enquête, mais d'abord j'aimerais revenir sur le jour qui a changé votre vie, le 24 janvier 2008. Votre nom fait la une de tous les journaux télévisés en France et bientôt dans le monde entier. Vous découvrez ça comme tout le monde en allumant votre télévision ? Je reçois d'abord en fait une alerte sur mon téléphone le 24 janvier au matin qui dit fraude à la Société Générale, 4,9 milliards d'euros de pertes. À ce moment-là, je n'ai pas du tout conscience que c'est de moi dont il est question. Et effectivement, mon premier réflexe, c'est d'allumer la télé. Et là, je découvre que c'est de moi dont il est question et que je suis accusé d'avoir fait perdre 4,9 milliards d'euros. Et là, c'est effectivement dans
Dans la seconde où j'allume la télé, où je vois ce flash, ma vie vient d'exploser, ouais. En l'espace d'une journée, vous passez de Golden Boy à la Défense à homme traqué. Vous allez même vous cacher dans le garage d'un ami en banlieue parisienne. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là ? C'est un tsunami. C'est, comme je disais tout à l'heure, ma vie qui vient d'exploser en un millième de seconde. La peur, la paranoïa, la peur d'aller dans la rue. Et effectivement, à ce moment-là, il y a une traque dans Paris qui est juste complètement folle parce que la photo vaut énormément d'argent. Donc j'ai tous les paparazzis et tous les journalistes qui me courent après. On parle de 100 000 $ la photo, c'est vrai ça ? Ouais, c'est ça. Ouais. C'était les chiffres que j'ai entendus à l'époque, effectivement, par certains de vos confrères qui m'ont reporté ces montants à l'époque. Et moi, je ne comprends pas ce qui est en train de m'arriver à ce moment-là. Et je sais que mon premier réflexe à ce moment-là, parce que j'entendais tout et n'importe quoi à mon sujet, il a même été dit que j'étais en fuite à un moment, ce qui n'était absolument pas le cas. Je ne comprends pas ce qui est en train de m'arriver. Et mon premier réflexe à ce moment-là, c'est déjà, de me rendre compte que tous les gens qui pouvaient être mes amis, mes contacts, que je côtoyais au quotidien n'existent plus. Le téléphone ne décroche plus. Plus personne ne me répond. Et mon second réflexe, c'est de me dire qu'est-ce que mes proches pensent de tout ce qui est raconté à mon sujet. Et j'ai cette première crainte de me dire, j'espère que notamment ma mère qui était encore vivante à l'époque ne croit pas tout ce qui est raconté. Et donc j'ai vécu dans cette crainte pendant une journée, et cette crainte a été dissipée assez rapidement, d'ailleurs pas très loin d'ici, à la gare Montparnasse, où le soir du 24 janvier, je la récupère à la gare, dans un moment qui est complètement irréel, parce que tout le monde me cherche dans Paris, et je me retrouve dans un bistrot juste à côté, avec BFM qui est en train de tourner, avec ma photo de badge qui est sortie à ce moment-là, et tout le monde est en train de parler de l'histoire et de parler de moi au comptoir, sans savoir que je suis juste à côté d'eux. Et quand je récupère ma mère, c'est ce moment qui, avant même que j'ai eu le temps de lui poser la question de « qu'est-ce que t'en penses ?», a pris les devants et m'a dit tout de suite « je sais comment je t'ai élevé, je sais que tu l'as pas fait ». Et ça, finalement, ça a été quelque chose qui a été libérateur pour moi à ce moment-là. Ça a été comme si j'avais vécu en apnée pendant 24 heures quasiment, et que ces quelques mots qu'elle a pu me prononcer sur lesquels la gare juste à côté m'ont libéré d'une certaine façon, en disant ok, ça m'a rassuré, j'ai au moins ce cercle familial et proche qui reste encore présent, même si mes anciens collègues ne sont plus présents et mes amis ont disparu, mais j'ai au moins ce cercle proche qui reste présent, et surtout le regard des parents qui pour moi était important. Je savais que j'avais ce soutien-là. J'aimerais à présent revenir sur le début de votre carrière dans la finance. Vous rentrez à la Société Générale en 2000. Le métier de trader, les salles de marché en ébullition, c'est quelque chose qui vous faisait rêver à l'époque ? Ouais, j'ai grandi avec ça. J'ai grandi avec des films comme Wall Street, avec cette adrénaline qui transparaît dans les films, avec les fantasmes qu'il y avait dans le milieu de la finance. Et étudiant, je me suis orienté vers ces études parce que j'avais deux composantes qui m'intéressaient dans les études. C'était les maths et l'économie. Et les métiers de la finance permettaient d'allier ces deux matières-là. Donc c'est un peu comme ça que je me suis orienté vers la finance. J'ai effectivement fait un 3e cycle en finance, mais quand je sors de mes études à la fin des années 90, je n'ai pas dans l'idée de devenir un jour trader. Il se trouve que le diplôme qu'est le mien ne me permet pas de l'être. Les profils qui sont recrutés dans les salles de marché, particulièrement à la Société Générale à l'époque en salle des marchés, c'est des profils de grandes écoles d'ingénieurs, centrales, polytechniques. Et moi, le diplôme universitaire qui était le mien ne me prédestinait absolument pas et ne me permettait absolument pas de devenir un jour trader. Donc, ce n'était pas du tout une prétention de ma part. Je voulais travailler dans le milieu de la finance, pas en salle des marchés, parce que pour moi, ce n'était pas possible. Et donc, je suis rentré par la petite porte en août 2000, effectivement, à la Société Générale, ce qu'on appelle le middle office, qui est une fonction support de la salle des marchés. Et vous devenez trader en 2005 5 ans après, vous commencez rapidement à manipuler des sommes importantes, et votre technique, contrairement aux autres traders, c'est de miser à la baisse, si j'ai bien compris. C'est un peu votre marque de fabrique à l'époque. Globalement, effectivement, je cherchais les instruments et les valeurs dont j'estimais qu'elles pouvaient baisser fortement. L'une de mes stratégies, c'était particulièrement les actifs que je ciblais moi, effectivement. Parce que ça baisse beaucoup plus vite quand il y a un krach, quand il y a une mauvaise nouvelle, que quand ça ne monte. Et donc, ce que je cherchais, c'est les grandes amplitudes de marché. Donc, j'étais un chasseur de mauvaises nouvelles, d'une certaine façon. Et justement, en 2005, vous faites une énorme opération. Vous gagnez plus de 500 000 €, il me semble, en pariant sur Allianz, le groupe d'assurance allemand. Et en fait, c'est grâce aux attentats de Londres que vous réussissez à obtenir ce gain. Oui, tout à fait. Ma première grosse opération, c'est ce qu'on appelle un spiel, donc une spéculation.
français, sur l'assureur Allianz. Moi, mon marché de prédilection et le marché sur lequel j'étais majoritairement actif, c'était le marché allemand. Et donc, l'une des valeurs que je suivais à l'époque était Allianz, l'assureur. Et donc, quelques jours avant les attentats de Londres, je décide de spéculer à la baisse sur une baisse du cours de l'assureur en question. Et c'est ce qui se passe à la faveur des attentats, notamment. Tous les cours de bourse commencent à chuter, et particulièrement les assureurs, parce que les assureurs, on sait qu'ils vont avoir de gros dommages et intérêts à payer sur les dégâts qui ont pu être causés. Et donc, effectivement, la première grosse opération se solde sur un gain quasiment un peu plus d'un demi-million d'euros. Ouais. S'il n'y avait pas eu ces attentats, vous auriez fait perdre de l'argent à votre employeur. Oui, alors il se trouve que c'est fonction le marché, c'est le jeu du marché, c'est ce qu'on appelle un spiel, c'est une spéculation, c'est un pari, tout simplement. Voilà, l'idée, c'était que le cours de bourse chute, ça s'est produit. Alors, pour ça, la chance, il y a toujours une part de chance dans tout, quoi qu'il arrive, évidemment, dans un sens comme dans l'autre, d'ailleurs, à l'achat comme à la vente. Mais voilà, c'est le genre d'opérations qui m'ont permis de gonfler le chiffre et de faire de belles opérations à l'époque. Ouais. Et le fait d'obtenir un gain sur un événement tragique, à ce moment-là, ça ébranle votre conscience ? Oui, alors au début, complètement. Il faut savoir que quand j'ai commencé à être trader, les premières semaines ont été compliquées pour moi, parce qu'en fait, les montants que j'investissais, je faisais encore le rapport avec le monde réel, avec ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Je comparais les premiers ordres au prix de l'appartement que j'étais en train d'acheter, par exemple. Donc pour moi, c'était des montants qui sont conséquents. Et puis, mes chefs me disaient toujours de prendre de la distance par rapport à ces montants, de considérer que c'était très, très abstrait et de laisser mes émotions à l'extérieur de la salle des marchés, de ne pas me laisser emporter par ces émotions, de ne pas me laisser guider par ces émotions, et qu'il fallait que je fasse mon métier froidement, d'une certaine façon. Et donc, finalement, au bout de quelques mois, je finis par me convaincre qu'il faut être de plus en plus froid face à ce qui est en train de se passer, que je suis là pour faire de l'argent, je suis payé pour ça. D'ailleurs, on me le rappelle tous les jours, que je suis payé pour ça. Et cette première opération, effectivement, a été pour moi un point de bascule, d'une certaine façon, parce que mon premier réflexe, quand il y a l'attentat et que le marché est en train de baisser, c'est évidemment la satisfaction d'avoir gagné de l'argent pour le compte de la banque, d'avoir fait un gros coup. Ce qui me rajoute en plus à l'excitation et à la satisfaction, c'est que mon chef à côté de moi en fait une perte et que je le couvre avec le gain que je suis en train de faire. Donc j'ai l'impression d'avoir été dans mon rôle, dans ce que je suis en train de faire, dans mon métier. Et puis il y a ce moment où il y a des télés dans la salle des marchés et je vois les corps qui sont extraits du métro. Et à ce moment-là, je prends conscience que j'ai fait du fric sur des morts, sur un drame. Et effectivement, là, mes émotions me rattrapent à ce moment-là. Et je suis allé vomir dans les toilettes de la salle des marchés. Le temps de reprendre mes esprits en me disant « Ok, j'ai un acquis de conscience par rapport à ce qui vient de se passer ». Ça heurtait encore les valeurs qui étaient les miennes à ce moment-là. Et je me suis fait remonter les bretelles assez rapidement par mon chef parce que j'avais abandonné mon poste. Et il s'ensuit une longue discussion avec lui en me disant « Mais t'as fait ton boulot, t'étais là pour faire ça. T'es payé pour faire ça, c'est bien, il faut qu'on continue, ça aurait été une faute professionnelle de ne pas le faire. » Et donc finalement, j'ai fini par m'auto-convaincre que ce qui m'était raconté et dit à l'époque était la vérité, et puis finalement, je prenais ça avec... j'avais du plaisir à faire le métier que j'exerçais, tout simplement. Et ces émotions-là qui pouvaient me traverser à certains moments, ce rappel à la réalité, finalement, a complètement disparu. Je suis devenu de plus en plus, et au fil des jours, comme un automate qui est là pour engranger les résultats et les chiffres toute la journée. Et donc je me suis coupé de toutes ces émotions, et je me suis coupé de tout ce qui pouvait se passer à l'extérieur de la salle des marchés, en étant en mode un peu déshumanisé. Dans les années qui vont suivre, je parle entre 2005 et 2008, vous accumulez les gains. Je fais un petit rappel de vos gains. En 2005, on vous fixe 3 millions d'objectifs, vous en gagnez 5. En 2006, on vous fixe 5 millions d'objectifs, vous en gagnez 12. En 2007, vous gagnez 15 millions dès le premier mois. Donc en fait, vous avez fini votre année. Et cette année-là, vous déclarez 55 millions de gains. Donc c'est 5 fois vos objectifs. C'est plus de la moitié des gains que tous les autres traders de l'équipe. Comment vous faites pour accumuler autant d'argent ? Vous avez une recette secrète ? Les stratégies fonctionnaient. Alors il y a eu des moments où c'était... compliqué parce que quand on prend une position, ça ne marche pas immédiatement, il faut savoir la porter, la position respire, ça peut partir dans un mauvais sens au départ, et c'est ce qui souvent m'est arrivé d'ailleurs. Typiquement en 2007, quand je commence à spéculer sur les subprimes, je commence à monter une énorme position, ça ne part pas dans le bon sens, et pendant plusieurs mois, je vais perdre de l'argent, et énormément d'argent, et ça, c'est des périodes qui ont été très compliquées à gérer émotionnellement et psychologiquement, parce que chaque seconde que Dieu fait,
on se pose la question de savoir si on coupe et on prend la perte ou alors si on continue à croire en la position qu'on a mise en place. Et ça a été des mois qui étaient horribles parce qu'il y a un truc dans une salle des marchés qui est un open space où finalement on est tous les uns à côté des autres et on ressent les sentiments des uns et des autres. Et donc du coup la peur notamment on la ressent chez les traders et quand on ressent la peur on la fuit. Et donc pendant tous ces mois-là moi j'étais très très isolé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui vient vous parler parce qu'ils sentent que vous n'allez pas bien. Et, En fait, vos collègues sentent que vous êtes en train de perdre de l'argent. Ouais, tout à fait. Voilà. Et donc pendant cela, vous êtes isolé parce que plus personne ne vient vous parler. Et puis dans la seconde où ça se retourne, et c'est ce qui s'est passé, dans la seconde où la position est devenue gagnante, là tout à coup, c'est pas la même énergie et là tout le monde revient vers vous. C'est un milieu très individualiste. C'est un peu chacun face à soi-même. Et voilà, c'est des moments qui ont été très difficiles et en même temps tellement excitants par ailleurs à ce moment-là. C'est vrai que c'est un monde qui fait vachement travailler l'imaginaire. On connaît tous, comme vous dites, c'était les films un peu de finance qui vous ont amené à ce métier. Est-ce que c'est un peu comme dans les films comme par exemple Le Loup de Wall Street où les mecs gueulent un peu dans tous les sens ou se tapent la poitrine? Est-ce que c'est un peu comme ça dans les salles de marché? Alors c'est pas aussi bruyant qu'on peut voir dans les films. En fait, il y a des moments où c'est extrêmement calme, on peut entendre une mouche voler quand les marchés sont calmes, et en même temps, c'est crescendo avec le volume de l'activité et la volatilité des marchés. Donc il y a des moments un peu d'euphorie, mais il y a aussi beaucoup et majoritairement de moments de calme dans une salle des marchés. L'imaginaire, en fait, pour ce qui est de la testostérone qui pourrait dégager d'une salle des marchés, c'est un milieu très macho. Il y a très peu à l'époque, à tout le moins, à mon époque, il y avait très peu de femmes traders. Et donc il y a ce concours permanent de taille de c'est mon expression, entre les uns et les autres, qui existe et qui est aussi quelque part un moteur dans l'activité de la salle des marchés. La concurrence qui est très énorme, qui est très développée, et on se tire la bourre les uns les autres. Donc il y a ce petit jeu-là aussi qui se met en place au sein de la salle des marchés. Ouais. Je reviens sur l'année 2007. Cette année-là, vous déclarez donc 55 millions de gains, mais en réalité, vous avez réalisé 1,4 milliard de gains financiers que vous dissimulez à votre hiérarchie. Mais comment on fait pour dissimuler 1,4 milliard? En vrai, on dissimule pas. C'est-à-dire que évidemment, ça se voit, on ne pouvait pas planquer 1,5 milliard dans les comptes. Il faut savoir une chose, c'est qu'à l'époque, en 2007, on était 1500 traders dans le monde. 1500 traders dans le monde, c'était général. Et 1500 traders, ça faisait 3 milliards d'euros de résultat. Donc à moi seul, j'avais fait la moitié de 1500 traders. Et évidemment, cet argent, il est sur le compte. On le voit tous les jours dans les reportings. Et il est visible tous les jours dans les reportings. D'ailleurs, mes chefs, dans le dossier d'instruction, ont reconnu qu'ils avaient vu ce 1,5 milliard en position dans ma trésorerie. Donc, c'est juste facialement, pour la comptabilité, qu'on met un artifice. Mais en vrai, tout le monde le voit. En fait, il n'y a rien qui est vraiment dissimulé. C'est impossible de planquer ce genre de choses sans la complaisance des organes de contrôle et de la direction. Et à ce moment-là, vous êtes vraiment ce qu'on appelle une poule aux œufs d'or pour la Société Générale. Vous enrichissez surtout vos supérieurs hiérarchiques, où en fait, vous n'êtes pas si bien payé que ça. Alors la question que je me pose, c'est pourquoi vous le faites? Parce que j'ai adoré mon métier. J'ai pris énormément de plaisir à exercer ce que je faisais. Effectivement, et quelque part, ça m'a sauvé, notamment dans le dossier pénal qui m'opposait à la banque. Assez rapidement, les magistrats se sont rendus compte qu'il n'y avait pas d'enrichissement personnel et qu'il n'y avait pas de volonté d'enrichissement personnel de ma part. Effectivement, les personnes qui étaient indexées sur ce que je pouvais faire gagner à la banque, c'était mes supérieurs, c'était pas moi. Il faut savoir que moi, en 2007, ma dernière année en tant que trader, fixe plus mon salaire fixe plus mon bonus annuel, c'était 100 000 euros brut. Donc on est très loin de l'imaginaire de millions d'euros touchés par les traders. Pour ce qui me concerne. Par contre, effectivement, mes chefs étaient à plusieurs millions d'euros de bonus en fin d'année, sur la base des chiffres que moi, je pouvais ramener par ailleurs. Est-ce que c'est cette volonté de cette énorme charge de travail que vous imposez, cette obligation de résultat, est-ce que ça vient pas aussi quelque part du fait que vous êtes un peu un transfuge? Vous n'avez pas les mêmes diplômes que vos collègues, vous êtes issu d'un milieu un peu plus populaire que j'imagine la plupart des traders à la Société Générale. Est-ce que ça vous pousse? Il y a pas Non, il n'y a pas. Alors, le milieu d'origine dans lequel je viens, c'est pas quelque chose qui était un moteur ou une revanche sociale que j'aurais souhaité prendre. Par contre, est-ce que, étant rentré par la petite porte, on m'a fait comprendre assez rapidement que j'avais plus de preuves à faire que les autres, qu'il fallait que je donne plus de moi pour mériter cette place qui nous était offerte, et on m'a fait rapidement comprendre que
que si je voulais garder cette place, il fallait que je montre l'écro. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai montré l'écro, ça a plutôt bien marché pendant 3 ans. Et surtout, en fait, ça a plutôt bien marché. Et le paradoxe de l'histoire, c'est que quand tout à l'heure, vous vous rappeliez que en 2005, quand je commence, on me demande de faire 3 millions d'euros, j'en fais 5, que l'année suivante, on me dit, bah super, t'as fait 5 à la place de 3, bah tu feras 5 l'année prochaine, que j'en fais 12. Et à la fin d'année, on me dit, bah super, t'as fait 12, tu feras 12 l'année prochaine. Finalement, je suis en train de creuser mon propre trou à ce moment-là, sans me rendre compte, c'est que en dépassant les objectifs tous les ans, ça devient l'objectif de l'année suivante. Et donc, je passe mon temps à courir après le résultat. C'est pour ça que vous ne déclarez pas le 1,4 milliard. Ouais, et puis alors en fait, après le 1,4 milliard, c'est quelque chose qui est devenu complètement irréel. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, moi je suis passé dans complètement autre chose. Et si vous voulez, en fait, si on s'extrait du montant qui est énorme, 1,5 milliard de résultats, les techniques et les pratiques d'une salle des marchés, ce qu'on appelle le carpet, de planquer du résultat pour le transférer sur les années suivantes, c'est quelque chose qui existe tout le temps, c'est pas moi qui l'ai inventé, que ce soit le terme ou la pratique d'ailleurs. Voilà, c'est des choses que j'ai vues et j'allais dire, ces failles et ces juste ces coutumes de la salle des marchés, je les ai pas inventées, mais je les ai poussées à leur maximum. Ouais, ça, je le reconnais volontiers. Et quand on engrange des sommes démentielles, on parle de 1,4 milliard, dans quel état psychologique ça vous met? On ressent quoi? Un sentiment de toute puissance, d'être intouchable? Ouais, je ne m'en rends pas compte à ce moment-là, mais effectivement, inconsciemment, il y a un truc qui nous dit qu'il ne peut plus rien nous arriver. On est encensé par sa hiérarchie, donc ça c'est super aussi. C'est quelque chose qui est flatteur, parce qu'il y a encore une fois une grosse compétition au sein de la salle des marchés, et quand tout à coup vous êtes... du jour au lendemain, vous êtes un nobody que personne ne regarde et à qui personne ne parle, et que du jour au lendemain, il y a le patron de la salle des marchés qui s'arrête tous les jours pour vous demander combien vous avez fait de chiffres, bah, forcément, ça attire le regard, ça flatte l'ego. Voilà. Et je pense que moi, ça a été un des moteurs aussi, une des composantes qui fait que bah ouais, il y a un côté un peu un sentiment d'intouchable qui peut exister, ouais. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu d'addiction, que ça vous rend accro, ces gains, ces pertes, un peu comme un joueur de casino? Est-ce que vous pouvez nous expliquer les mécanismes de cet engrenage? Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est dépasser les objectifs à chaque fois et puis se dire, ok, ça va être plus compliqué de le faire l'année prochaine, et d'aimer ce challenge-là, de dépasser l'objectif qui nous est imparti. Et moi, j'ai un souvenir qui est très précis là-dessus, en fait, de cet engrenage. C'est quand, à l'été 2007, ma position qui était perdante devient gagnante tout à coup, où je déboucle une position sur un gain de 500 millions d'euros, mon premier gros gain, en fait, de 500 millions d'euros, la première position. Je me suis fait peur pendant plusieurs mois, mais vraiment, vraiment très, très peur. J'avais 12 millions d'euros à faire, j'en ai fait 500, c'est bon, je suis peinard pour des années, en fait. Je pourrais... ne plus rien faire le reste de ma carrière et juste vivre sur ces 500 millions d'euros qui sont faits. Et je me dis, en fait, le lendemain, quand je retourne dans la salle des marchés, parce que plusieurs mois avant, je n'avais pas dormi, je dormais plus du tout, je ne m'alimentais plus, j'étais omnibulé par le marché. Et je me suis vraiment fait peur à ce moment-là, je me suis dit, ok, je vais prendre du temps là, vacances, je vais arriver tard le matin, à 17h30, la clôture du marché, je rentre à la maison et j'arrête de faire du 22h minuit tous les jours. Et je me rappelle de ce lendemain où j'allume mes écrans, le marché ouvre, je vois les cours qui commencent à bouger et les chiffres qui commencent un petit peu à s'emballer. Et j'ai eu comme un mec camé, quoi, qui a... Mon premier réflexe, c'est de prendre ma souris et de reprendre des positions. Et je me revois dire à l'un de mes courtiers à l'époque, qui savait que j'avais fait 500 millions d'euros, et il me dit, c'est quoi l'objectif? Je lui dis, non, je vais taper le milliard. Je me revois lui dire, je vais taper le milliard. Voilà. C'est un challenge que je me mettais, cette volonté de toujours avoir un autre challenge qui arrivait après. Et une fois que j'avais fait le milliard, c'était quoi? C'était 2, c'était 3, c'était 4. C'était une fuite en avant, tout simplement. Et qui est aussi encouragée d'une certaine façon par la hiérarchie qui est là en train de vous dire il faut continuer à prendre des positions, il y a un marché qui décale, il faut prendre les opportunités. Donc finalement, j'ai plus le recul moi nécessaire à ce moment-là pour me dire ok, tu es en train de partir dans les feuilles, garçon. Parce que tout est fait pour me maintenir dans ce tunnel. Parce que des joueurs de casino qui dérapent, il y a un moment, ils sont rattrapés par la patrouille. Hein. Par les chefs de casino. Vous n'avez pas de garde-fou? Personne vous met de limite? Non. Il se trouve que sur mes automates de trading, d'ailleurs ça a été montré lors des procès, toutes mes limites de trading étaient désactivées, c'est-à-dire que je pouvais faire ce que je voulais. Normalement, il y a des limites sur tous les postes. Oui, c'est un environnement qui est très sécurisé, une salle des marchés.
Et un automate de trading, c'est également très sécurisé pour une simple et bonne raison que c'est de l'informatique, et que l'informatique parfois peut bugger et peut s'emballer et envoyer des ordres pour des tailles monstrueuses tout seul. Donc du coup, il y a des sécurités qui existent sur tous les automates de trading, et il se trouve que sur mes automates, mes chefs avaient désactivé toutes ces sécurités. Voilà, et donc du coup, il y a aussi cette confiance-là qui a été mise par mes chefs dans l'activité qui était la mienne, qui m'a aussi, je pense, inconsciemment conforté là-dedans en me disant « Ok, je fais à peu près ce que je veux, quoi ». Vous tombez dans un engrenage et début 2008, vous finissez par engager 50 milliards d'euros. Quand on engage une telle somme, est-ce que quelque part, en fait, vous cherchiez pas un peu à vous faire prendre? Pas du tout. Ah non, pas du tout, non. Il faudrait être un peu complètement con pour chercher ça, mais non, pas du tout. Je suis encore dans ce tunnel d'engrenage de bon, bah, j'ai fait 1,5 milliard l'année prochaine, on va continuer, quoi. Et puis avec ce sentiment de bah, il peut rien m'arriver, j'ai fait 1,5 milliard. Voilà, donc j'ai de la réserve si jamais il m'arrive quelque chose. Donc non, pas du tout, c'est pas un acte manqué. C'est pas du tout. C'est marrant parce qu'on m'a souvent posé la question de savoir si j'ai pas fait exprès de perdre l'argent, y compris. Je dis bah non, je suis pas débile à ce point, quoi. Ouais, parce que la fuite en avant, après, ça aurait été, je sais pas, 100 milliards. Nul ne le sait. Nul ne le sait, mais et encore une fois, c'est pas une question que je me pose, mais effectivement, il y avait cet engrenage et cette fuite en avant qui existait, c'est certain. Donc après, vous vous faites attraper, vous êtes incarcéré pendant une quarantaine de jours. Il y a un procès, la Société Générale vous réclame 5 milliards d'euros. Vous êtes condamné à les rembourser, vous êtes aussi condamné à 5 ans de prison, dont 3 fermes. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre état d'esprit quand vous vous retrouvez la première nuit en prison? En 2008, en préventive. En 2008. Donc en 2008, c'est juste avant la condamnation, parce que c'est au tout début du dossier. Bah, c'est un choc, et en même temps, paradoxalement, le moment où j'arrive en détention, vu qu'il y avait une traque continue des journalistes et des médias dans Paris, quelque part, je me suis dit, ouais, ok, je suis en sécurité. Donc passer le choc de l'incarcération, la violence de l'incarcération, le fait de me retrouver dans ces 9 mètres carrés, à l'isolement, ça a été de me dire, ok, bah, de toute façon, j'ai pas le choix. Au moins, je suis dans 9 mètres carrés, je suis protégé d'une certaine façon. Bah écoute, on va faire le point, dans la mesure où tu es contraint d'être ici, on va faire le point sur ce qui s'est passé, on va raconter ses orteils et voir ce qui se passe. Et donc, ça a été quelque part, à certains égards, salutaire pour moi à ce moment-là. Parce que ça m'a permis de me poser, j'avais pas le choix, et de réfléchir à ce qui s'était passé. Alors après, c'était quelque chose qui était compliqué parce que j'arrivais dans un milieu qui est hyper hostile, qui est la prison, que je ne connaissais absolument pas. Donc il y avait toutes ces images-là de films qui pouvaient me traverser à ce moment-là en me disant ça va être compliqué. J'ai eu peur, évidemment, à tel point que j'ai mis quelques jours avant de sortir prendre une douche, tellement j'avais peur qu'il m'arrive quelque chose. Donc tout à la fois, c'est très paradoxal parce que tout à la fois c'était flippant. J'avais peur et en même temps c'était salutaire parce que ça me permettait ok, je peux me poser, je vais réfléchir à ce qui se passe. Et une fois que vous avez été condamné à une peine de prison à 3 ans plus à rembourser 5 milliards. Bah, la première condamnation, quand ça tombe en octobre 2010, cette condamnation, c'est une énorme déception parce qu'on avait énormément de matière et de témoignages qui prouvaient que ma hiérarchie directe était informée de ce que je faisais, donc l'abus de confiance ne tenait pas. De voir que ces éléments-là sont balayés d'un revers de main par les magistrats, c'était assez surprenant, désolant aussi pour moi, et que cette condamnation, la prison, déjà c'est quelque chose qui est très compliqué, cette condamnation, et surtout cette condamnation à rembourser 5 milliards d'euros, bah, c'est ma vie qui vient d'exploser une seconde fois. C'est-à-dire que avec 5 milliards d'euros de dette au-dessus de la tête, bah, on ne peut plus rien construire, on ne peut plus rien envisager, on peut plus. C'est une mort sociale qui nous tombe dessus. Donc ça a été un moment très très compliqué à accepter et se remobiliser la suite de ça pour partir en appel et recommencer le combat. Ça a été une période qui a été très compliquée de pouvoir se remonter et pouvoir se dire ok, on repart au combat, on se remobilise et retrouver l'énergie de se redresser tout simplement. Lors du procès en appel, il y a votre supérieur hiérarchique qui est appelé à la barre, qui entre-temps a quitté la Société Générale avec 7 ans de salaire, ce qui est beaucoup. À la barre, il déclare « Si je parle, je dois rendre l'argent que la banque m'a donné ». Pour vous, ça, c'est un aveu de culpabilité que la banque, en fait, était au courant de vos agissements? En fait, la banque, vous savez, le
le point, c'est que la banque, ça veut tout à la fois tout dire et rien dire. C'est pas un tout monolithique, c'est ce que je me suis évertué à expliquer depuis 17 ans, et notamment magistrat instructeur. Ce propos de la banque, ça veut rien dire. Ce que je dis, c'est pas que Daniel Bouton était informé de ce que je fais, j'en sais strictement rien. Quelque part, c'est pas mon débat. Daniel Bouton, le président de l'époque. C'est pas mon sujet. Moi, ce que je dis, c'est que mes supérieurs hiérarchiques directs, avec moi en salle des marchés, étaient informés de ce que je faisais. Voilà. Et donc, ce supérieur qui a touché de l'argent pour se taire, quand effectivement mon avocat de l'époque lui pose la question de savoir ce qui se passe si il dit ce qu'il sait sur le dossier, et que, à ma grande surprise, ce supérieur répond je dois rendre l'argent que la banque m'a donné. Moi, je suis sur ma chaise et je me dis le dossier est gagné, c'est fini. Et dans la seconde, la présidente du tribunal répond à mon avocat, maître, changez de question, monsieur ne peut pas répondre, il a signé un accord de confidentialité. Je comprends dans la même seconde que le dossier est perdu. Et ça a été ça tout du long de la procédure, que ce soit à l'instruction ou pendant les procès. Ce sentiment qui est le mien, que la banque et mes supérieurs ont été préservés et protégés de toute accusation, de toute complicité dans le dossier. Donc votre condamnation, elle est confirmée en appel. Et là, à ce moment-là, vous devenez le symbole des dérives de la finance, même un peu une sorte de trader repenti. On vous voit aux côtés d'hommes politiques comme Julien Bayot, Nicolas Dupont-Aignan, même Jean-Luc Mélenchon. Vous participez à la fête de l'humanité. Est-ce que là, vous vous sentez un peu investi d'une mission ? Pas du tout. Pas du tout. Il se trouve que le dossier et le combat judiciaire dans lequel je suis, il y a forcément une composante communication. On voit que judiciairement, il y a une omerta et une volonté de ne pas instruire contre la banque, de protéger la banque dans l'instruction. À ce moment-là, je ne comprends pas pourquoi. Mais je sens bien qu'il y a un mur en face de moi que je n'arrive pas à fendre et à passer. Et que forcément, dans ce genre de dossiers qui sont aussi politiques, l'opinion publique est prise à partie, ça peut faire bouger les lignes. Et pour faire bouger les lignes, il y a un moyen, c'est le monde politique. D'autant qu'à l'époque, on se rend compte qu'il y avait un enjeu de finances publiques dans le dossier. On a appris quelques années après l'éclatement de l'affaire que la banque, la Société Générale, avait touché 2,2 milliards d'euros de crédit d'impôt. On se rend compte que ces 2 milliards d'euros n'étaient pas dus et que, du coup, ce que nous avons fait avec mon équipe de défense, c'est d'écrire à tous les députés, à tous les sénateurs. Ils sont pas dus, ils étaient dus que si vous étiez condamné tout seul. Ouais, mais s'ils étaient condamnés aussi. Sauf que en 2008, quand le chèque est fait, avant tout jugement, qu'est-ce qu'on en sait de ce que je dois être condamné tout seul ? Personne ne le sait. Voilà, la problématique est là. Donc il y a déjà eu un préjugement de la part de Bercy à ce moment-là. Et on se rend compte que tout le dossier a été construit à partir de là. D'ailleurs, c'est un assistant spécialisé qui travaille au parquet de Paris, qui le mentionne dans un de ses rapports, que la Société Générale a intérêt à ce que je sois condamné tout seul pour justement faire activer ce qu'on appelle un carry-back, de pouvoir récupérer un crédit d'impôt de 2 milliards d'euros. Au final, ils les ont pas récupérés. Ils sont toujours dans leur bilan, je crois, de mémoire. La dernière fois que j'ai contrôlé, c'était dans leur bilan. Je n'ai pas regardé depuis, mais la dernière fois, c'était le cas. Et il y a eu ce débat qui a perduré y compris 2016, où François Hollande, président, s'était repenché sur le sujet de ces 2 milliards d'euros. Et donc, pour revenir sur votre question sur les politiques, nous, notre intérêt, c'est de chercher, via les médias et les hommes politiques, une caisse de résonance sur le dossier. Et puis, cette petite gourmandise de se dire, en plus, ils sont fait 2 milliards d'euros sur mon cul, passez mon expression, on va peut-être aller chercher cet argent, quoi. Et donc, on a mobilisé tous les hommes politiques, de droite comme de gauche, en disant, les gars, vous cherchez de l'argent, ça tombe bien, il y a 2 milliards d'euros à récupérer. Et parmi les premières personnes qui ont répondu présentes à cet appel, il y a eu Jean-Luc Mélenchon, Julien Bayou, vous en avez parlé. Édouard Philippe a également posé des questions à l'Assemblée nationale sur le sujet. Et donc il y a eu ce travail de lobbying auprès des hommes politiques, de droite comme de gauche. Il n'y a pas de côté partisan dans la démarche. Et donc il y avait ça aussi, cet intérêt de caisse de résonance médiatique par ces hommes politiques qui nous permettait de mettre la lumière sur un dysfonctionnement du dossier. Voilà la raison pour laquelle on a pu me voir à certains moments aux côtés de certains d'entre eux. Je continue votre histoire. En 2014, vous vous rendez à Rome pour rencontrer le pape François, pape qui s'était engagé publiquement contre les dérives du monde de la finance. Vous arrivez à échanger avec lui ? Alors, en fait, le départ de cette rencontre, c'est, comme on disait tout à l'heure, il y a des moments où on reprend confiance dans le dossier. On se dit, OK, on va y arriver. On a de nouveaux témoignages, de nouveaux éléments qui arrivent. Donc il y a des moments où on se dit, le procès, on va le gagner. Et finalement, la condamnation tombe avec ce sentiment que on n'y arrivera jamais, que quels que soient les éléments qu'on peut apporter, la réponse sera toujours non, que c'est un débat actuel depuis la condamnation de Marine Le Pen.
Moi, je rigole quand je les entends les uns et les autres se plaindre d'un dysfonctionnement judiciaire. Ouais, ça arrive tous les jours, quoi, les gars. Pardon. Mais et ça vous émeut pas par ailleurs le reste du temps, donc sauf quand ça vous touche. Il y a un côté un peu exaspérant chez les uns comme chez les autres. Il n'y a pas de dysfonctionnement judiciaire dans le... C'est ce qu'ils présentent néanmoins, de leur côté, en disant que c'est politisé, que les décisions étaient prises avant. Et donc il y a des moments où on reprend confiance dans l'avenir, dans le fait qu'un nouveau témoin est en train d'arriver, ce qu'il va dire, ça va nous permettre de gagner ce dossier. Et finalement, cet élément nouveau qui est énorme est balayé d'un revers de main sans même qu'il soit observé, débattu ou qu'une enquête soit ordonnée. Et donc, il y a des moments, on n'y croit plus. Et en 2013, il y a eu un revirement qui s'est passé. C'est la cheville ouvrière de l'enquête, la commandante de police Nathalie Leroy, qui reprend son enquête. Elle se rend compte qu'elle s'est trompée 4 ans avant et qui va le dire à un juge d'instruction. Et ça, pour moi, c'est un point de bascule. Je me dis, OK, quand une commande de police de brigade financière va dire à un juge d'instruction « je me suis fait manipuler par la banque », il y a des chances que ça réouvre le dossier. Et en fait, non, ça ne réouvre pas le dossier. C'est la personne qui vous a interrogé à plusieurs reprises. Qui m'a eu en garde à vue, surtout en 2008, qui a fait toute l'enquête. Et donc 5 ans après, elle reprend son enquête, elle se rend compte qu'elle s'est trompée. Et elle va le dire à un juge d'instruction, et le juge d'instruction nous promet à ce moment-là de faire des enquêtes. En disant, une commande de police de brigade financière qui vient me dire qu'elle s'est fait manipuler et qu'elle assume cette erreur, je ne peux pas laisser manipulée par la Société banque. Générale. Voilà. Je ne peux pas laisser le truc en état, il faut que je reprenne toute l'enquête. Et il nous promet certains actes d'enquête à ce moment-là. Et on attend 1 mois, 2 mois, 3 mois, et les ordonnances n'arrivent pas. Ils n'ordonnent pas d'expertise, ils n'ordonnent rien du tout de ce qu'ils nous avaient promis. Et un vendredi soir, en début 2014, quelques mois après, mon avocat m'appelle un vendredi soir pour me dire on vient de recevoir une ordonnance du juge, il refuse tout ce qu'il nous avait promis. Et donc là, c'est des mois d'espoir que j'ai nourris qui viennent d'exploser en une seconde. Et forcément, il y a des moments où on n'y croit plus, des moments où on a envie que ça s'arrête, des idées noires qui peuvent nous traverser la tête. Et il y a eu ce moment où mon avocat à l'époque avait peur que je fasse une connerie. Il me dit de quoi tu as besoin, je lui réponds d'un miracle. Qu'est-ce que vous appelez une connerie? Mettre fin à mes jours. C'est quelque chose qui vous a traversé l'esprit Plusieurs fois. Que j'ai failli faire par ailleurs et qui m'a traversé l'esprit plusieurs fois, forcément, parce qu'il y a des moments de désespoir, des moments où on est plus fragile aussi. Et donc il a peur que je fasse cette connerie et il me dit de quoi tu as besoin, et je réponds machinalement d'un miracle. Parce que je crois plus en rien, et il me répond pourquoi tu n'écris pas au pape, et là je raccroche en disant ok, c'est pas le moment de te foutre de ma gueule, quoi. Et j'ai raccroché, j'ai passé le week-end chez moi enfermé à broyer du noir et à réfléchir à tout ce qui venait de se passer, à chercher des points d'ancrage pour essayer de me remonter et me dire ok, on repart au combat encore une nouvelle fois. Et je repense à cette discussion avec cet avocat le vendredi soir, je me refaisais cette discussion en boucle dans la tête, et je me disais à ce moment-là de quoi j'ai besoin. Et ce dont j'ai eu besoin, c'était de retourner vers d'où je viens. Les valeurs qui étaient les miennes, l'éducation qui a été la mienne, de revenir aux origines, tout simplement de la Bretagne où je suis né. Et j'ai grandi dans cette religion catholique. Je ne suis pas pratiquant, mais je suis croyant. Et je me suis dit que c'était ça dont j'ai besoin. Et effectivement, le pape François, qui venait d'être élu à l'époque, avait en plus cette volonté de mettre au centre de son mandat la tyrannie des marchés financiers. Et je me dis, ok, tout ça, ça a du sens. J'ai besoin de ça, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai besoin d'une rencontre avec lui. Et donc j'ai commencé à écrire une lettre au Saint-Père pendant le week-end, et le lundi suivant, je suis allé au cabinet de mon avocat en lui disant, tiens, on a écrit ça, on va faire ça. Il me dit, c'est quoi si j'ai lettre pour le pape? Il me dit, non, mais je déconne. Je dis, non, du coup, on va le faire. Et on s'est mis à travailler tous les deux là-dessus. Et la rencontre s'est faite quelques jours après, grâce à un de vos confrères qui s'appelait Arnaud Bédin, malheureusement est décédé il y a quelques temps. Et Arnaud a été un des grands artisans de cette rencontre. Et donc, quelques jours après, on est arrivé à Rome. La rencontre a été pour moi libératrice, salvatrice. Il n'y a rien de mystique dans le propos qui est mien. C'est, je sais pas, c'est les mots qui m'ont été dits m'ont rassuré, m'ont fait du bien, m'ont libéré de pas mal de choses aussi. Que ce soit les mots échangés avec le Saint-Père ou avec les personnes qui l'entourent au Vatican. Et c'est quelque chose que vous gardez pour vous? Pour moi, c'est encore aujourd'hui un point d'ancrage. C'est-à-dire que quand dans ma vie, au quotidien, j'ai quelque chose qui ne va pas, que je sais que je vais partir dans un processus où j'ai broyé du noir ou autre, la première image qui me vient, c'est cette image du Saint-Père et l'échange que nous avons eu. Et ça me fait redescendre tout de suite. Voilà, c'est devenu un point d'ancrage pour moi.
j'ai pas honte de le dire que cet échange-là et ce moment-là m'a sauvé. Et ce qui s'est passé par la suite, qui a été en fait le début, finalement cette rencontre, c'est le prémisse de ce que j'appelle moi ma renaissance italienne. C'est qu'un pari avait été fait que si la rencontre se faisait, je rentrais à pied. Et donc j'ai décidé de rentrer à pied de Rome. Et cette marche finalement m'a complètement fini de me libérer de tout ce que je pouvais avoir porté en moi pendant des années de procédure judiciaire. Ça m'a permis là aussi de faire le point. J'ai découvert que la marche c'était méditatif. J'ai fait le point, je me suis pardonné. J'ai pardonné aussi aux gens qui m'ont trahi par ailleurs. Parce que pendant des années, j'avais nourri de la colère vis-à-vis de mes anciens collègues, notamment qui ont touché de l'argent pour se taire. Donc, il y avait beaucoup de colère en moi. Et toute cette période-là et cette marche initiatique, d'une certaine façon, m'ont complètement libéré de ces années de frustration et de colère. Ça me fait penser à une phrase de la Bible. Il est plus facile pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille que pour un riche d'atteindre le royaume des cieux. Ouais. Il aurait pu vous dire ça, le pape. C'est pas ça qu'il m'a dit pour autant. Mais bien essayé. Mais effectivement, c'est le contenu et l'échange entre moi et le Saint-Père, c'est quelque chose que je garde précieusement par-devers moi parce que c'est un peu mon cadeau, si vous voulez, que la vie m'a fait. C'est quelque chose que j'ai pas envie de partager parce que c'est tellement personnel, ce que j'ai ressenti à ce moment-là et ce que ça a pu déclencher en moi par la suite, que c'est quelque chose que je garde précieusement et c'est juste la seule question à laquelle je réponds jamais parce que voilà, c'est mon petit bijou à moi, quoi. Et ce retour, cette marche, vous rentrez de Rome à Paris en marchant, il y a un côté un petit peu pèlerinage. C'est quoi? C'est un coup de com' ou c'est pour expier vos Ah non, à la base, c'est pas du tout un coup de com'. Pour tout vous dire, le premier soir, quand je prends la décision de rentrer à pied, mon premier réflexe a été de regarder le chemin qu'il y avait à faire. Ma première réflexion, c'est de dire, putain, c'est loin. J'avais pas du tout la condition physique, on était en plein hiver de surcroît. J'ai mis plusieurs jours, tous les jours je me disais je pars demain, et puis je partais jamais, je repoussais, j'avais pas envie. Et il y a un matin, je me suis dit si je pars pas aujourd'hui, je partirai jamais. Et donc j'ai commencé à marcher, et il y a ce moment qui est juste assez dingue, c'est-à-dire que j'ai eu mal toute la journée, le premier jour de marche, j'ai regardé où est-ce que j'étais encore dans Rome, le soir même, j'ai même pas encore quitté Rome alors que j'avais mal partout. Et forcément, je me dis, je vais jamais y arriver à ce moment-là. Donc les premières semaines ont été très compliquées. Donc c'était pas du tout dans l'idée de médiatiser, de faire un coup de com', parce que je savais même pas moi-même si je pourrais le finir ou continuer cette marche. Quand l'un de vos confrères, qui s'appelle Ariel Wiesman, me contacte parce qu'il a eu vent de ce que je suis en train de faire, parce que dans mon entourage, il y a quelqu'un qui a vendu la mèche, il m'appelle et il me dit j'aimerais courir, je trouve l'idée intéressante, j'aimerais courir ce que tu es en train de faire. Et forcément, moi, la question se pose de dire, ok, est-ce que j'ai vraiment envie de médiatiser ça? Parce que si je médiatise, il faut que je finisse la marche après, j'ai plus le choix. Sinon, je passe pour un con. Donc c'est un vrai pari qui est en train de se dérouler. Et je finis par accepter au bout de quelques jours. Et moi, à ce moment-là, je prends de plus en plus l'habitude de marcher par ailleurs. Et que ça prend, ça marche. Médiatiquement, les gens sont intéressés par le chemin qui est le mien. Et moi, je suis de mieux en mieux physiquement et plus habitué, donc tout ça va bien à peu près. Et là, on comprend qu'en fait, on a potentiellement un outil de communication qui est juste exceptionnel entre les mains, qui s'est créé comme ça, mais qui n'était pas prévu dès le départ. Parce que là, on a l'impression vraiment que vous êtes un martyr de la finance. Vous avez ce sentiment-là? Non, pas du tout. Mais même encore aujourd'hui, je n'ai pas l'impression d'être un martyr de la finance. Non, mais je suis juste en train de vivre une expérience personnelle qui est juste énorme. Je suis en train de me retrouver. Encore une fois, je passe plus de temps à marcher tout seul qu'à avoir du monde autour de moi. Et ces moments de solitude où je fais le point avec moi-même, finalement, ce dont je me rends compte, c'est qu'en marchant comme ça, c'est très méditatif. Et j'aime cette expression où finalement, on se rend compte qu'on pense avec les pieds. On pense avec les pieds pendant ces moments-là. Et moi, ça m'a libéré de beaucoup de choses. Ça m'a apaisé, ça m'a donné une autre vision de ma vie, ça a donné une autre vision du combat qui était le mien sur le plan judiciaire. Et pour tout vous dire, en fait, à l'issue de cette marche, quand je me fais interpeller à la frontière à Menton, je suis tellement apaisé que j'ai même pas peur d'y retourner en prison, en fait. C'est-à-dire que le chemin psychologique que j'ai fait pendant ces quelques mois de marche m'ont complètement rassuré et rendu à l'aise avec moi-même et au clair avec moi-même. Il y a des gens qui vous rejoignent aussi sur la route, ce soutien populaire, j'imagine, qui doit vous galvaniser. C'est quelque chose qui est super rassurant, c'est de se dire que le combat qui est le mien, il y a d'autres qui le portent avec moi et on se sent moins seul, oui, évidemment, donc c'est quelque chose qui est évidemment un plus dans l'histoire. Ouais.
Et c'est pendant cette marche que vous apprenez que la Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel et annule les 5 milliards. Votre dette de 5 milliards. Ça doit mettre un coup de boost aussi. Ouais, la peine de prison est confirmée, donc ça c'est on sait qu'on va partir en prison, donc ça c'est un peu compliqué. Et en même temps, il y a pas mal de choses qui se passent. Les 5 milliards d'euros qui sont cassés, c'est cette épée de Damoclès, cette mort sociale qui était annoncée, finalement elle est un petit peu enlevée. Puis en même temps, ces 5 milliards d'euros, au bout entre 2010 et 2014, l'arrêt des cours de cassation, il y a 4 ans qui se sont écoulés, où j'avais ces 5 milliards d'euros sur la tête, où j'ai eu des actes d'huissier de saisie à 5 milliards d'euros. Quand vous avez l'acte d'huissier qui vient à votre porte et qui vous tend un acte avec marqué 5 milliards d'euros, ça fait bizarre, croyez-moi. Et donc il y a ces 4 ans où j'ai dû appréhender et vivre avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Donc finalement, je l'avais intégré. Ça faisait partie de moi au final, à la fin. Ce que je vois surtout, en fait, quand ça casse les 5 milliards d'euros, c'est de me dire, OK, ça vous laisse la possibilité de rouvrir un front et de redemander une expertise financière que nous n'avons jamais eue. C'est surtout ça que je vois. Je vois à ce moment-là l'intérêt sur le plan judiciaire, mais pas sur le plan personnel et pécuniaire. Je reviens à la suite du feuilleton judiciaire. Donc, il y a le témoignage de la policière de la brigade judiciaire Nathalie Leroy. Il y a l'enregistrement d'une procureure qui confirme que la banque était au courant de vos agissements. Ouais, ça va même plus loin que ça. C'est-à-dire que dans cet enregistrement, la procureure déclare qu'elle a eu des instructions pour instruire à charge, pas à décharge, et qu'il fallait tuer Kerviel, et qu'il fallait protéger la banque. Quand j'entends la bande dure 45 minutes, elle donne des noms, des dates, c'est là encore, une nouvelle fois, quand j'entends moi le contenu de l'enregistrement à ce moment-là, je me dis le dossier est fini. On parle de quoi là, vous espérez être blanchi ou voir un non-lieu. J'ai la procureure qui est en charge du dossier qui dit que le dossier est truqué, qu'elle a eu des instructions. Je ne sais pas ce qu'il faut de plus en fait. Voilà, je me dis que le dossier est fini, que sur la foi de cet enregistrement et ce contenu, c'est le point de bascule que j'attends depuis des années. Parce que du coup, les éléments à charge contre la banque s'accumulent. C'est même plus s'accumule, c'est-à-dire que vous entendez l'enregistrement, vous ne vous posez même plus la question en fait. Vous ne vous posez plus la question. Et la grosse frustration aujourd'hui, c'est de voir que sur la base de ces éléments, rien ne se passe. C'est que la justice refuse de rouvrir le dossier malgré les éléments. Et en même temps, je comprends, c'est compliqué de s'auto-incriminer. Alors quand même, en 2016, juste pour rappeler le dernier jugement, donc c'est la Cour d'appel de Versailles qui reconnaît pour la première fois la responsabilité de la Société Générale dans cette affaire, et elle divise par 100 000 le montant des dommages-intérêts que vous devez verser. Ouais, mais ça ne veut plus rien dire ça en fait. Et paradoxalement, pourquoi 1 million d'euros ? Je passe de 4,9 milliards à 1 million. Ouais, c'est l'euro symbolique du dossier, quoi. Ok. À l'échelle du dossier, c'est l'euro symbolique. Sauf que 1 million d'euros, paradoxalement, c'est plus compliqué de rembourser. Pour moi, c'est plus compliqué d'être redevable de 1 million d'euros que de 4,9 milliards. 4,9 milliards, c'est irrecouvrable, c'est irréel, c'est inenvisageable. 1 million, ça l'est. Donc finalement, c'est une mauvaise nouvelle pour moi. Même si effectivement, il y a le... Vous préfériez être condamné à rembourser 5 milliards que 1 million. Ça revient même. Le million d'euros en question fait 10% d'intérêt par an. Je suis à 1,6 million, 1,7 million aujourd'hui. Voilà, c'est quelque chose qui est tout aussi compliqué pour moi à rembourser que 4,9 milliards. Et avec ce désavantage de dire que l'intérêt, et évidemment on a parlé tout à l'heure, l'aspect médiatique est important dans le dossier. Parce que sans l'opinion publique et sans vous, caisse de résonance médiatique, les journalistes, on ne peut pas faire avancer et saisir l'opinion publique pour attendre quelque chose de ce dossier. Et l'effet waouh du dossier, c'est 4,9 milliards, c'est pas 1 million. Donc le jour où c'est réduit de 4,9 milliards à 1 million, l'intérêt du dossier est largement diminué. Donc pour moi, c'est une mauvaise nouvelle. Ce qui est quand même une bonne nouvelle, c'est que pour la première fois, la responsabilité de la banque est reconnue. Mais ça, pour vous, c'est pas suffisant. Elle doit être la seule, la seule à porter le chapeau. Non, ce que je dis tout simplement, moi je suis condamné à la prison et je suis condamné pendant des années à rembourser 4,9 milliards d'euros pour abus de confiance. Abus de confiance, ça se résume en une seule question, c'est est-ce que ma hiérarchie savait ce que je faisais, oui ou non ? A été informée de ce que je faisais, oui ou non ? C'est la seule question qui doit être posée. Et sur la base de nombreux emails, de certains témoignages, de beaucoup de choses, la justice a considéré qu'elle n'était au courant de rien. Moi, mon combat, il est là, en fait. Je ne dis pas que je suis noix blanche et que j'ai rien fait. Je dis juste que l'abus de confiance, que j'ai fait ça dans le dos de ma hiérarchie, ça ne marche pas. Ça, c'est mon seul point. Et après, l'histoire du dossier, la vie judiciaire de ce dossier, a fait qu'il y a des gens qui sont intervenus, pour certains d'entre eux, en défense, pour venir m'aider, pour venir témoigner pour la manifestation de la vérité. Je pense à Philippe Houbet, qui était un comptable de la Société Générale, qui est venu courageusement
témoigné dans le dossier pour dire que la banque était informée de ce qu'ils faisaient, c'est eux qui contrôlaient mes opérations. Le sort qui a été réservé à Philippe Houbet, c'est de se faire virer. Je pense à Nathalie Leroy, cette commandante de police, qui courageusement dit qu'elle s'est trompée et qu'elle a été manipulée par la banque, qui par la suite va enregistrer une procureure de la République qui dit des énormités, qui dit quelque chose qui est complètement hallucinant, que le dossier est truqué. On peut revenir on peut discuter autant que vous voulez de est-ce que c'est bien ou pas d'enregistrer une procureure de la République. Peut-être, peut-être pas. Par contre, il y a un témoignage d'une procureure de la République qui dit que le dossier, qu'on lui a demandé de truquer le dossier. Je sais pas, en fait, cette personne-là devrait, plutôt que d'être bannie de la police comme elle l'a été, devrait être lanceuse d'alerte et mis en haut de l'affiche au tableau d'honneur. Et tous ces éléments, aujourd'hui, n'ont pas été pris en considération par la justice ne veut pas les voir. Je vous donne un exemple. Je dépose plainte sur la foi de l'enregistrement et le contenu de l'enregistrement. Qu'est-ce qui se passe? C'est classé sans suite sans que je sois même auditionné. Donc effectivement, c'est compliqué de déposer plainte contre le parquet entre les mains du parquet. Ils ne vont pas s'auto-incriminer, je comprends bien, mais on voit qu'il y a une volonté de ne pas toucher à ce dossier, de ne pas enquêter à charge et à décharge correctement. Si vous pouviez décider l'amende que vous devez rembourser, vous diriez que c'est combien? Moi, je considère ne pas devoir. D'ailleurs, c'est pas une amende, c'est des dommages et intérêts. Des dommages et intérêts. Moi, je considère que je n'ai rien à payer à la Société Générale. Voilà. Parce que les dommages et intérêts sont attachés à l'abus de confiance, et je considère qu'il n'y a pas d'abus de confiance, donc j'estime que je ne leur dois rien du tout. Et puis surtout, il y a quelque chose qui est super intéressant, c'est que ça fait 17 ans que l'affaire a éclaté. Le 24 janvier 2008, on m'annonce une perte de 5 milliards d'euros, dont je serai responsable. À tous les degrés de juridiction durant le dossier pénal, j'ai demandé une seule chose, est-ce qu'on peut juste aller vérifier qu'ils ont perdu 5 milliards d'euros? 17 ans après, ça n'a jamais été fait. Toutes les juridictions, que ce soit l'instruction ou les différents procès, les différents magistrats m'ont toujours refusé cette expertise. Et il se trouve qu'on a des gens à l'intérieur de la Société Générale qui nous parlent et qui nous disent que ces 5 milliards d'euros, ce n'est pas du Kerviel, c'est du subprime renommé Kerviel. Et donc, une expertise pourrait démontrer que ce ne sont pas les positions qui sont initiées par Jérôme Kerviel qui ont créé cette perte, mais que c'est des pertes sur les subprimes qui ont été opportunément transférées sur un bouc émissaire que je serais. Et ça, en fait, il y a quelque chose que je ne comprends pas dans le chemin judiciaire qui est le mien. C'est quelque chose d'aussi simple, pourquoi ça n'a jamais été ordonné? Alors que dans n'importe quel autre dossier, ça aurait été fait immédiatement. Vous avez toujours confiance en la justice aujourd'hui? Au regard de... Non. Vous nourrissez l'espoir de... Non, parce que je vois comment ça se passe. Et encore une fois, ce que j'entends dans l'enregistrement de cette procureure, en fait, c'est à gerber. En fait, pardon l'expression, mais ces petits arrangements entre amis et certains réseaux qui sont à la manœuvre. Et je trouve ça honteux. Je trouve ça honteux sur le mode de fonctionnement de la justice en France. Enfin, on est censé être dans un pays qui est une démocratie. L'un des premiers piliers, c'est la justice. On est mal barré, quoi. Et je voudrais parler un peu de votre vie aujourd'hui. Est-ce que vous avez retrouvé du travail? Est-ce que vous arrivez à vous projeter C'est un jour après l'autre, pour être franc avec vous, parce que j'ai toujours ce million qui est devenu 1,6 million, 1,7 million. Maintenant, je ne sais pas combien on est, parce que ça fabrique 10% d'intérêt par an. J'ai les huissiers régulièrement à ma porte. Les droits d'auteur sur les livres que j'ai pu faire ou sur les films sont saisis directement à la source. Voilà, c'est super compliqué. J'ai une chance absolue qui est d'avoir des proches qui sont très présents. Mais je vous donne un exemple. Louer un appartement, c'est très compliqué. Je n'ai pas de fiche de paye, donc n'ayant pas de fiche de paye, il n'y a pas de dossier. Donc c'est des potes qui m'aident. Mais avec cette volonté de se dire, ok, c'est mon chemin, c'est mon destin. J'aurais pu partir à l'étranger, reconstruire ma vie. J'ai fait le choix de ne pas le faire, de continuer ce combat-là, parce que j'espère qu'un jour, il y aura un revirement dans le dossier ou un changement de doctrine vis-à-vis du traitement de ce dossier qui ferait que peut-être que la justice décidera de se ressaisir des éléments qui sont à disposition pour instruire à charge et à décharge. Encore une fois, je ne dis pas que je ne dois pas être condamné, mais la fable sur laquelle je fais ça tout seul dans mon coin, ça ne marche pas, et ça c'est inadmissible. Il y a 3 raisons pour lesquelles je continue ce combat, malgré les contraintes qui sont les miennes aujourd'hui sur le plan quotidien. La première raison, c'est que j'ai fait une promesse le 24 janvier 2008 à ma mère, c'est de restaurer l'honneur du nom de famille. Deuxième raison, il y a ces témoins, Nathalie Leroy, Philippe Houbet, qui ont cramé leur vie, leur carrière pour la manifestation de la vérité, qui se sont fait détruire
par l'institution, eux, je leur dois de continuer ce combat pour eux, de les remettre à leur juste place, qui est la place de héros, et pas de bannis. Et puis, dernière raison, j'ai une petite fille qui a 7 ans aujourd'hui, et quand elle est née, s'est posé la question de savoir si elle devait porter mon nom ou pas. Pour tout vous dire, j'étais prêt à accepter le fait qu'elle ne le porte pas. Et sa maman a insisté pour qu'elle le porte, ça m'honore, et du coup, ça m'oblige aussi. Et je continue aussi pour elle, parce qu'elle porte ce nom de famille, et je me dois de tout faire pour qu'elle en soit fière. Donc la fuite n'était pas une option. Je subis les contraintes du quotidien avec les contraintes qui sont les miennes et ce million d'euros au-dessus de la tête, mais je préfère ça plutôt que d'abandonner. Et aujourd'hui, vous êtes interdit de travailler de près ou de loin dans la finance. C'est un monde qui est définitivement derrière vous. Le sujet et la matière m'intéressent toujours. Je continue de regarder, je continue de m'informer sur ce qui se passe. Effectivement, j'ai une interdiction à titre définitif d'exercer en France. Et en même temps, si ce n'avait pas été le cas, je ne souhaitais pas y retourner. J'ai eu des propositions à l'étranger, d'autres banques pour venir travailler chez eux, et c'est quelque chose qui ne m'intéresse plus du tout. La matière m'intéresse, le milieu dans lequel je l'ai exercé ne m'intéresse plus du tout. Et maintenant, depuis quelques années, il y a l'essor de nouveaux marchés, par exemple les crypto-monnaies, ça c'est quelque chose que absolument pas. C'est quelque chose qui est complètement abscon pour moi. Pas du tout quelque chose qui m'intéresse. Non, je reste sur les choses qui m'intéressaient à l'époque, les actions et les produits dérivés. Mais les cryptos, je ne connais absolument rien. Et vous verriez dans quel métier aujourd'hui, si vous deviez refaire votre vie? Quelque chose de plus créatif. J'aime beaucoup écrire. J'ai découvert ça en fait à la faveur des livres que j'ai pu écrire, et notamment l'écriture du scénario du film qui me concerne avec Christophe Baratier. J'ai appris à comment ça se passait, j'ai eu cette expérience qui était juste complètement dingue. Voilà, si je pouvais continuer à faire ce genre de choses, d'ailleurs j'écris pour moi en ce moment, beaucoup. C'est très cathartique, donc du coup ça me permet aussi de libérer pas mal de choses. Et donc si je devais réinventer sur un autre sujet, ce serait sur ce genre de choses, et des choses un peu plus créatives. Vous voyez qui c'est, Frank Abagnale? Non. C'est le héros du film de Steven Spielberg, Arrête-moi si tu peux. Après avoir passé quelques années en prison, et il a travaillé pour l'État américain dans la lutte contre la fraude. Est-ce que, par exemple, vous, ça vous intéresserait un poste politique ou un poste pour, je sais pas, en charge de la régulation des marchés financiers? Parce que vous connaissez bien le domaine. Non. Non, ça m'intéresse pas, parce que je vois comment c'est pratiqué. Et vous savez, en fait, le nombre de fois où on met des lois et des règles pour encadrer certaines activités, notamment financières, ma réponse est toujours la même. En fait, les lois, elles existent déjà, c'est pas peine d'en faire d'autres. Il faut juste celles qui existent, les appliquer. Et il y a une vraie volonté de ne pas appliquer ce qui existe déjà. Et donc, participer, je discute beaucoup avec certaines personnes qui font ce genre de job d'inspecteurs et de contrôleurs dans certains organismes, y compris à Bercy. Le fait est que si je supporterais mal d'avoir un dossier, un job, une mission que je ne peux pas mettre à bien pour X ou Y raisons qui sont politiques. Voilà. Me dire, ce truc-là, tu regardes à gauche parce qu'à droite, ça ne marche pas. Et ça, je ne pourrais pas le supporter. Et c'est la limite de ce genre de poste. On le sait tous, qu'il y a une certaine complaisance avec certains dossiers qu'il ne faut pas regarder. Et moi, ça, c'est quelque chose qui pourrait me frustrer et je ne pourrais pas l'accepter. Donc non. Il y a quand même des mesures qui ont été prises depuis l'affaire Kerviel, mais depuis globalement la crise financière de 2008 pour réguler un peu la finance. Maintenant, je trouve que les banques, elles peuvent investir qu'une partie, elles doivent avoir des fonds propres, en fait. C'était déjà le cas avant. C'était déjà le cas avant. Vous, par exemple, vous feriez quoi? Ah, mais moi, c'est... En vrai, je n'ai pas d'avis ni de conseils à donner. Je suis mal placé pour le faire, d'ailleurs. Oui, mais vous connaissez le système de l'intérieur. Mais disons que quoi qu'il arrive, vous aurez beau mettre des règles dans tous les sens, il ne faut pas douter de l'ingéniosité des financiers pour contourner les règles qui sont mises en place. J'imagine, par contre, vous avez été approché par des politiques. Enfin, déjà, vous êtes... À l'époque, oui, parce que on avait un intérêt qui était commun. Non, mais je veux dire, dans le cadre je sais pas, de listes... de me présenter? Ouais. Non, je pense que l'idée est complètement saugrenue, que je me présente à une élection, qu'elle soit locale ou législative. Non, c'est quelque chose qui m'intéresse absolument pas. J'ai pas envie de m'exposer là-dessus. Et puis,
Vous savez, j'ai été aussi, à la faveur de mon dossier, énormément déçu par le politique. Parce que quand on parlait tout à l'heure des 2,2 milliards d'euros qu'on cherchait à récupérer sur le dossier, on a écrit à tous les députés, tous les sénateurs. On a fait autant de lettres que de députés et autant de lettres que de sénateurs. C'est moi qui suis allé les amener à l'Assemblée nationale et au Sénat. J'ai été très très surpris de voir de peu de réponses que j'ai eues. Alors qu'on parle d'argent public, que les caisses étaient vides à l'époque et tout le monde cherchait de l'argent. Ça m'a énormément déçu et ça m'a déçu du monde politique, par ailleurs. Voilà. Donc non, je n'ai pas du tout envie d'y participer. Je vous pose cette question parce que quand même, vous vous exprimez beaucoup sur la place publique, en tout cas sur X, anciennement Twitter. Vous parlez, vous commentez l'actualité avec beaucoup de dérision, notamment l'actualité de la société générale. Vous êtes un peu un troll, en fait. C'est votre petit plaisir. Ouais, enfin, je fais ça pour me faire marrer déjà avant toute chose. Hein, ça me fait rire, c'est un mouvement d'humeur, mais il n'y a aucune volonté politique derrière. Hein. Il n'y a pas à faire chercher des messages subliminaux. C'est juste que ça me fait marrer dans l'instant où je le fais, puis voilà. C'est un petit clin d'œil à vos anciens collègues. Ouais, c'est une façon de leur dire bisous. Je pense encore à vous. Et vous n'avez jamais de coup de fil de leur part? Vous n'avez eu aucun contact? Je crois qu'ils n'ont pas mon numéro, non. Ouais. Même dans le cadre du documentaire, parce qu'ils s'expriment dans le documentaire. Ouais, mais j'ai pas été en contact. Le documentaire, ils l'ont fait de façon totalement indépendante. Moi, j'ai participé aux interviews, mais après, le choix éditorial, c'est le producteur et les journalistes qui l'ont choisi. Moi, je n'ai pas du tout interféré là-dedans. Voilà, après, le casting qu'ils ont pris, je sais même pas. J'ai évidemment le nom de certaines personnes qui sont interviewées, parce que j'ai vu certains extraits passer. Mais ce qu'ils racontent à l'intérieur, je ne sais absolument pas. Puis leur point de vue, je m'en fous un peu en fait. Si rien de tout ça s'était produit, est-ce que vous pensez que vous seriez encore trader aujourd'hui? Alors ça, c'est une question que je ne me pose jamais. Refaire le film dans un sens comme dans l'autre, nul ne le sait, et je peux retourner les trucs dans tous les sens. Peut-être que je suis en train d'élever des chefs dans le Larzac, j'en sais rien. Peut-être que je serai encore devant mes écrans, j'en sais strictement rien. C'est pas une question que je me pose. La vie est tellement bizarre et tellement surprenante que imaginer certaines choses avec certitude, je pense, c'est illusoire. Mais est-ce que vous vous sentez plus en paix avec vous-même aujourd'hui ou qu'en fin 2007, par exemple? Je suis plus en paix aujourd'hui que je ne l'ai jamais pu l'être, et particulièrement toute cette période où j'étais à la Société Générale. Moi, j'aime prendre cette expression que l'un de mes avocats avait eue, j'en ai pas la paternité. C'était Olivier Metzner qui, au procès, avait déclaré que j'étais la créature qui avait été créée et recrachée par la Société Générale. Effectivement, j'ai été créé, je suis un bébé Société Générale et j'ai été recraché par la Société Générale en 2008. Ces années-là, je les regrette pas, en fait. Je suis plus heureux aujourd'hui que je ne l'étais à l'époque. J'ai vécu une vie, et je vis une vie qui est extraordinaire à beaucoup d'égards, de par les mouvements un peu difficiles, que ce soit la prison, que ce soit les procès, que ce soit l'emballement médiatique que j'ai pu subir, mais aussi les rencontres que tout cela m'a permis de faire. La prise de conscience qui a pu être la mienne à certains égards, tout ce que cette histoire m'a apporté et m'apporte encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui est inestimable et que je ne regrette absolument pas. C'est-à-dire que souvent, et c'est pas de la provoque, si on me dit si c'était à refaire, bah ouais, je re-signe tout de suite, parce que voilà, cette expérience-là et ce parcours de vie est juste fascinant. Et j'en apprends tous les jours. Et moi, je m'éclate aujourd'hui. Je suis surtout, quand je me regarde le matin dans la glace, j'ai pas honte. Merci beaucoup, Jérôme Kerviel, pour cette interview. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à vous. Avant de vous laisser, je voudrais remercier toutes les équipes de Brut qui m'ont aidé à réaliser cette interview, en particulier Fred à l'image et Delphine à la prod. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle grande histoire.